maintenant, on va vous présenter quelque chose. J'en suis très content. Cette présentation qu'on fait aujourd'hui, on va en profiter pour vous parler de deux choses. D'abord, vous savez qu'à Paris, il y a un groupe qui, depuis 4-5 ans, travaille sur des recherches qui visent à améliorer la construction de portefeuilles, en utilisant non pas des techniques quantitatives, mais des techniques économiques, etc. Et nous sommes, après une longue période, arrivés, je crois, au moment où le produit est prêt. Et de façon à montrer l'intérêt du produit, j'ai demandé à Didier de faire une présentation sur comment utiliser aujourd'hui les obligations dans un portefeuille. Parce que c'est une question dont je suis sûr qu'elle se pose à la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Vous avez, comme l'a décrit Louis Vincent depuis 40 ans, utilisé en protection de vos actions, mettons des obligations longues américaines ou allemandes. Bon, ben ça n'a plus lieu d'être. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on est gérant de portefeuille et que dans le fond, la partie défensive de votre portefeuille, les outils que vous utilisiez, sont devenus inopérants. Donc, j'ai demandé à Didier de se servir de l'outil que nous avons mis au point pour montrer comment on peut arriver à une réponse rationnelle à cette question. Donc, je vais passer la parole à Didier, mais je voulais vous annoncer aussi qu'il va y avoir un nouveau service qui va sortir, c'est ce que je vous ai dit au début, qui sera un service indépendant, qui sera centré à Paris, et qui aura comme seul objectif la construction de portefeuilles. Et on essaye de travailler avec les contraintes que chacun peut avoir. Donc, je suis à la fois très fier et très anxieux. J'ai que 77 ans et je lance un nouveau produit, donc c'est pour vous dire que rien n'est perdu, quel que soit l'âge. Et Didier, maintenant, je vous passe la parole et essayez de convaincre nos amis. Et vous poserez les questions à la fin, mais je suis très heureux de vous avoir ici. Didier. Merci Charles. Est-ce que je vais partager mon... Alors, merci Charles, merci Cédric aussi. Oui, alors aujourd'hui, on va parler donc des obligations. Louis en a parlé un petit peu. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Les grandes lignes de ce qu'on peut dire sur un portefeuille obligataire aujourd'hui, sachant que si vous voulez effectivement avoir plus de détails, vous pourrez, c'est ce que Charles nous disait, nous suivre très bientôt sur notre nouveau site où il y a en gros deux innovations. Une publication dédiée à la construction de portefeuille qui va passer de mensuel à hebdomadaire, et puis la sortie de notre deuxième version de Track Macro qui existe maintenant depuis presque 5 ans. La première partie s'attachait à regarder les risques macroéconomiques qui pouvaient influencer le cours des actions. Et là, on a deux autres dimensions. Là, une dimension comportementale sur les marchés, donc le risque de queue de distribution dans les actions, et une dimension sur les bonds dont parlait Charles, comment donc pour permettre de constituer un portefeuille global et le suivre et vous le proposer en continu. Donc en fait 3 dimensions au lieu d'une. Techniquement, ça ne veut pas dire une complexité multipliée par 3, mais plutôt par 10. Donc on a fait un saut quantitatif très important et on espère aussi qualitatif. Alors maintenant, pour rentrer dans le sujet direct des bonds, j'ai repris une illustration qui est un petit clin d'œil à Charles de son portefeuille, de son papier qu'il avait écrit à la fin 2017 sur le Jeep Portfolio. Et effectivement, je trouvais ça amusant. On peut effectivement considérer qu'un portefeuille global, c'est remplir les fonctions d'une voiture avec différents organes vitaux. Donc, vous avez en haut le fait de pouvoir accélérer et freiner. Et ça, dans un portefeuille, c'est rempli par les actions. Celui qui peut bouger son allocation action a plus de chances d'être performant. Et puis, vous avez deux autres fonctions vitales. Une fonction que j'appelle colonne de direction, c'est-à-dire en termes obligataires, le rendement à long terme. Est-ce qu'on a du yield qui va permettre de rentrer dans le portefeuille? Et si rien ne se passe de façon violente, est-ce que le portefeuille est quand même performant? Ça, c'est rempli par les obligations. Et puis, la deuxième fonction des obligations, c'est la fonction d'amortisseur. Donc, si la voiture passe sur un dos d'âne, c'est-à-dire si le marché action s'effondre, est-ce que les amortisseurs ont du jus pour pouvoir, ou sont suffisamment gonflés pour pouvoir amortir? Et on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si les taux zéro, ce ne sont pas des amortisseurs plats. Donc, je vais vous proposer trois axes. Le premier, très rapide, un rappel sur les actions. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire sur les actions sans avoir des conséquences sur les obligations. Et puis 2, les amortisseurs, fonction amortisseur des bonds. Et 3, fonction colonne de direction. Alors, le rappel sur les actions, c'est en lien avec ce que je vous avais dit la dernière fois, il y a plusieurs mois, où j'avais centré la présentation sur les actions et sur un phénomène qui était l'augmentation massive de liquidité.
Et simplement pour rappeler le fait qu'à l'époque, l'évolution macroéconomique n'était pas bonne sur l'économie réelle, mais l'injection de liquidités massive allait, c'était notre conclusion, probablement soutenir les actions. Et pour une raison importante, c'était une des slides de l'époque, c'était que vous regardez le MSCI World en excess return depuis 50 ans, c'est en bleu foncé, et vous voyez en bleu clair seulement les périodes où il y a eu de la liquidité forte en dollars dans le monde, et sinon c'est plat. Et bien vous voyez que ce sont les moments où les actions capturent toutes les hausses, et vous voyez aussi à la fin que c'est ce qui s'est produit. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que notre application Track Macro, donc qui suit ce risque equity et qui recense donc 7 règles d'investissement, eh bien a noté que pour la fin du mois dernier et donc pour ce mois en cours et donc l'avenir immédiat, eh bien cette liquidité en dollars dans le monde a cessé de croître, donc est passée rouge. La première ligne de ce graphe, c'est le risque action, et ensuite vous avez les 7 règles en dessous. Et la deuxième règle, c'est la World US Dollar Base, c'est-à-dire la base de liquidité en dollars. Et vous voyez qu'après 7 mois en étant bleue, elle est passée rouge. Et vous voyez également que le fait qu'elle soit passée bleue il y a 7 mois a cascadé sur plein d'autres facteurs macroéconomiques. La première ligne, la croissance. La quatrième, la montée des actifs. La cinquième, la baisse du dollar. Et la sixième, la reprise du commerce international. Donc là, il y a peut-être un moment d'arrêt sur cette reprise. Donc ça, c'est un événement important. Alors, deuxièmement, la fonction d'amortisseur des actions. Alors ça, c'est très important puisque si on regarde également depuis 50 ans, on prend 50 ans parce que c'est le début de la fin de Bretton Woods, et qu'on regarde l'ensemble des grands stress sur les marchés actions, on a pris le S&P ici, les actions, tous les indices actions sont des actifs fragiles, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils subissent de lourdes pertes quand leur volatilité monte. Et on voit que ces pertes, il y a eu 3 pertes gigantesques, donc plus de 40%, et puis il y a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertes qui ont dû toucher presque les 20%. Et voilà ce que l'on considère le moment où normalement le fonds de portefeuille doit proposer une fonction d'amortisseur. Ce sont dans ces périodes-là. Alors, on va regarder 2 actifs qui sont les actifs antifragiles pour mettre en face d'actifs fragiles qui sont les plus courants, on connaît, c'est-à-dire les bonds d'un côté et l'or. Depuis 50 ans, vous voyez qu'ils ont le retour en fait en excess return de l'or et d'un 10 ans américain est à peu près similaire, mais vous voyez qu'ils ont des comportements très très variés. Or, ce qui se produit, c'est que la plupart des investisseurs ont très peu d'or dans leur portefeuille. L'or est négligé en général. Et à mon avis, il y a 3 raisons à cela. La première, c'est qu'elle a une forte volatilité, de l'ordre de 20%, alors que les bonds, c'est 8%. Aussi, deuxième raison très importante, c'est sa sous-performance chronique pendant 20 ans. En gros, de 1980 à 2000, l'or n'a cessé de baisser et il a perdu 92% de sa valeur. Donc ça laisse des traces dans la mémoire des investisseurs. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas plus de 5 ou 7% ou 10% d'or. Mais c'est peut-être une erreur. Et la troisième idée, c'est que la troisième raison, à mon avis, du fait que l'or est négligé, c'est à cause de son lien supposé avec l'inflation. Quand on voit à gauche de ce graphe, la partie des années 70, on voit que c'est le moment où l'or a flambé. On se dit donc inflation égale or. Or, nous, on n'est pas tout à fait de cet avis. Pourquoi? Parce que pour nous, l'inflation, ce n'est pas la hausse des prix des biens de consommation. L'inflation est d'abord un phénomène monétaire. L'inflation, ça veut dire trop d'émissions de monnaie. Et donc, on considère que l'inflation, c'est le débasement des monnaies papier. Et donc, vous savez, on l'a présenté souvent, on suit en fait la compétition entre 2 formes de monnaie, l'or d'un côté et les monnaies papier constituées des 5 grandes monnaies. Et on regarde qui a le leadership sur un an. Et quand l'or commence à repoindre son nez, eh bien, à ce moment-là, on dit qu'on est dans une politique de type keynésienne. Ça veut dire que les monnaies papier ne rémunèrent pas assez le rentier, et c'est là où il y a des problèmes. Pour politique keynésienne, trop faible rémunération des monnaies, politique wickselienne, bonne rémunération des monnaies. Maintenant, si on regarde le lien entre cette politique monétaire et les crashs, donc là, on a représenté en jaune clair les moments qui étaient keynésiens et en blanc les moments wickseliens. Donc, première remarque, on voit que la politique monétaire ne nous dit pas grand-chose sur le fait qu'il y ait des crashs. Peut-être y a-t-il un peu plus de crashs dans les moments keynésiens, mais ce n'est pas évident. Vous voyez même que le crash de 2000, il a démarré en wicksélien, puis il a continué en wicksélien, il a continué en keynésien. Donc, il n'y a pas d'évidence de lien. Donc, la seule chose qu'on peut voir dans ce graphe, c'est que la partie centrale, en gros, de 1980 à 2000, on voit qu'elle est essentiellement blanche. C'est-à-dire qu'on était dans des politiques monétaires wicksélienne. Et comme par hasard, c'est le moment où l'or a perdu 92% de sa valeur. Donc, il y a peut-être un lien, non pas entre les actions et les politiques monétaires, mais entre les actifs antifragiles, les bonds et l'or et les politiques monétaires.
Et c'est ça que je voudrais montrer là, c'est-à-dire cette série de crashs qu'on a eu depuis donc 50 ans, on les a représentés à gauche. J'ai doublé les lignes du crash de 2000 et du crash de 2008, tout simplement parce que ces deux crashs ont commencé en politique wixellienne et se sont prolongés en politique keynésienne. Donc, je voulais voir en fait l'impact ou la réaction des deux actifs antifragiles, bonds et or, au sein de au moment de ces drawdowns des marchés actions. Et ce que vous remarquez assez clairement, c'est que finalement, l'or et les bonds jouent bien le rôle d'amortisseur. Mais il faut bien savoir dans quelle politique monétaire on est. En d'autres termes, en politique monétaire wixellienne, ce sont les bonds qui jouent le rôle d'amortisseur. En politique monétaire keynésienne, c'est l'or. Et l'or fait mieux que les bonds. Et ça s'est produit. Alors, l'échantillon n'est pas très large, puisqu'on ne regarde que des événements majeurs. Donc, statistiquement, c'est assez dur de conclure avec une confiance statistique énorme. Mais quand même, on a eu répétition du numéro depuis 50 ans. Répétition, sauf la dernière fois, c'est-à-dire entre janvier et mars 2020, où on était dans une politique keynésienne depuis janvier 2019, et pourtant, les bonds ont monté de 8% et l'or a baissé de 1%. Et là, je voudrais faire une petite remarque. C'est que les bonds ont une réaction, c'est un actif antifragile et il est aussi anticorrélé le plus souvent avec les actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous couchez le soir, vous êtes long et que vous apprenez que le S&P a baissé de 10%, si vous savez que vous êtes long bonds, vous vous dites, bon, bah, c'est bon, je vais probablement gagner de l'argent ou en tout cas, je ne vais pas en perdre. Par contre, si vous êtes simplement long d'or, bah, vous ne savez pas très bien. Vous vous dites, bon, bah, je ne sais pas, espérons qu'il monte, vous n'êtes pas sûr. Parce que l'or n'est pas directement, instantanément anticorrélé avec les actions. C'est un actif antifragile, mais il met du temps en fait à se déployer. C'est pour ça qu'il faut regarder la réaction de l'or et des bonds dans toute la durée du drawdown, du pic jusqu'à la vallée, donc du haut jusqu'au bas. Et une deuxième remarque sur la dernière crise, là, le Covid, c'est qu'effectivement, de janvier à mars, l'or a perdu 1%, mais depuis, il a quand même rebondi de 20%. Alors, la question, ça, Louis en a abordé, c'est sur la fonction d'amortisseur. L'or peut jouer ce rôle d'amortisseur, on a vu. Les bonds, c'est fini, mais peut-être pas tous les bonds. Donc là, je reprends ce qu'avait dit Louis. La monétisation par les banques centrales. Vous voyez, les banques centrales avaient toutes à peu près le même bilan au début de l'année 2000, que ce soit l'Europe, les États-Unis, le Japon ou la Chine. Et puis, bon, quelques mois plus tard, vous voyez que la situation est complètement contrastée. Les banques centrales de l'Europe, des États-Unis et du Japon ont cru de 30 à 50% et la Chine n'a pas monétisé le Covid. Donc là, ça permet de poser la question de façon intéressante qui est est-ce que finalement la monnaie, les bonds chinois n'ont pas, en faisant ça, décidé de conserver leur rôle d'amortisseur sur les bonds que les autres ont potentiellement perdu, ce qui est très dangereux dans un portefeuille global. On le voit aussi, comme disait Louis, sur les taux réels. La Chine est maintenant le seul pays qui a des taux réels positifs. Donc, si on rentrait même dans une crise mondiale dans laquelle toutes les actions s'effondraient de 50%, eh bien à ce moment-là, il n'y aurait plus d'inflation non plus, ce serait dépressif. Donc, il n'y aurait pas d'inflation en Chine. Donc, la Chine pourrait baisser ses taux. Elle pourrait les baisser de 1,50 en termes réels à peut-être moins 0,50 comme les autres ou même plus. Et 2% sur 10 ans, ça fait beaucoup d'argent en termes d'amortisseurs sur les actions. Alors, plus fondamentalement, la Chine, ce n'est pas nouveau, c'est ce que Louis aussi mentionnait. On regarde sur 10 ans le comportement du 10 ans obligataire américain et du 10 ans obligataire chinois, tout ça exprimé en dollars. Il faut remarquer deux choses. Il faut remarquer la première chose, c'est qu'ils ont fait à peu près pareil. La Chine a même fait mieux, sachant que là, on a un risque de change ouvert sur le renminbi, alors que là, on exprime tout en dollars. Donc, la Chine a fait mieux en termes de rendement. En termes de pire performance mensuelle, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, le risque qui est répété en permanence de dire attention, d'évaluation du renminbi, ça va être horrible. En fait, depuis 10 ans, 20 ans même, ça n'est pas le cas. La volatilité est la même, voire un peu plus faible, ce qui est remarquable, avec un change ouvert, et le drawdown est le même. Donc, on peut quand même dire là que la Chine, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Elle construit sa crédibilité sur le marché obligataire depuis 2 décennies. Et là, elle est peut-être en train de porter les stockades en justement n'adoptant pas une politique keynésienne. Conclusion sur la fonction d'amortisseur. Premièrement, l'or est potentiellement un des derniers actifs qui reste, qui peut remplir sa fonction d'amortisseur. Il y a des habitudes endémiques de limiter fortement les allocations des portefeuilles globaux, de limiter l'allocation de l'or. C'est peut-être une erreur, c'est peut-être devenu dangereux. Pour ceux qui seraient un peu plus courageux et commenceraient à mettre un peu plus d'or dans leur portefeuille, évidemment, il y a une conséquence,
c'est qu'à mon avis, ça remplira le rôle d'amortisseur, mais ça voudra dire aussi que ces portefeuilles auront plus de volatilité, donc il faut accepter ce fait. Et le troisième, c'est le pari sur la Chine, c'est que la Chine est entrée maintenant dans une compétition ouverte sur le benchmark mondial, le benchmark obligataire de demain. Et c'est peut-être un peu le pari de Gafcal. Vous savez, Gafcal a lancé un fonds il y a 8 ans à 2 ans et à 3 ans sur les obligations chinoises avec l'idée que le rendement serait meilleur ailleurs qu'ailleurs dans le monde. Et ça s'est très bien produit, ça s'est vérifié. Et maintenant, Gafcal lance un deuxième fonds avec une duration longue à 10 ans. Et la raison est évidemment le rendement. Et la deuxième raison est que potentiellement, c'est le dernier actif qui reste en termes de bonds qui peut jouer ce rôle d'amortisseur. On va maintenant aborder la troisième question, qui est la question de colonne de direction, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut nous garantir un peu de rendement dans l'avenir, indépendamment de la fonction d'amortisseur. Donc là, vous avez simplement un graphe du MSCI World sur 20 ans, sur 50 ans, et du 10 ans US sur 50 ans. Donc vous voyez exactement que les actions, c'est accélération frein, et puis le bond, c'est la direction. Bon, le problème, c'est que aujourd'hui, dans l'avenir, est-ce que ça va continuer à croître de 4% en excess return par an? C'est assez peu probable vu les niveaux de taux actuels aux États-Unis. Ou est-ce que ça va plutôt prendre la direction qui a été celle du marché US en excess return de 71 à 80, c'est-à-dire moins 4%? Auquel cas, gros danger sur les portefeuilles obligataires. Alors, première réponse, encore une fois, l'or par rapport aux 10 ans. Eh bien, en termes de rendement pur, vous voyez que dans les politiques vixéliennes, eh bien, c'est la ligne bleu clair. Les bonds américains ont rapporté cash plus 5,6, alors que l'or s'est effondré dans toutes ces politiques vixéliennes. En revanche, dans les politiques keynésiennes, depuis 50 ans, les obligations d'État américains ont eu beaucoup de mal à maintenir leur valeur. Ils ont perdu près de 2% par an en moyenne, alors que l'or s'est remarquablement comporté en retournant cash plus 12,5. Donc l'or a non seulement une fonction d'amortisseur, mais il a aussi une fonction de valeur, de création de valeur sur le long terme dans les moments de politique keynésienne. Autre possibilité, ce sont les obligations indexées sur l'inflation. Alors, généralement, les gens pensent que les obligations indexées sur l'inflation rapportent moins que les obligations à taux fixe. En fait, ce n'est pas complètement vrai. Vous prenez l'indice mondial des TIPS et vous le mettez en face d'un 10 ans US et vous voyez, depuis 1996, on n'a pas de données avant, ça n'existait pas. Mais vous voyez que c'est exactement le même rendement. En revanche, la distinction se fait sur un critère, et c'est un critère que nous avions déjà évoqué quand on parlait des actions, c'est le critère de la liquidité en dollars. Et ce que vous voyez, c'est que ce qui différencie un TIPS d'une action à taux fixe, ce n'est pas tant l'inflation, encore une fois, ou des choses comme ça, c'est la liquidité en dollars. Donc, quand la liquidité en dollars est faible, il faut avoir les obligations à taux fixe et rapporte cash plus 5,3. Alors que quand la liquidité est forte, eh bien, ce sont les TIPS qui prennent le relais en rapportant cash plus 6,7. Donc, on a vraiment une alternance très forte là entre liquidité, entre TIPS et obligations à taux fixe. Et tout ça, ça dépend de la liquidité. C'est pour ça aussi que j'avais introduit au début de cette présentation le fait que la liquidité avait fortement monté depuis 7 mois, mais que là, il y avait un coup d'arrêt. Donc, ce n'est peut-être pas le moment d'acheter des TIPS. Il y a une dernière chose à voir. Là, ce sont plus des actifs antifragiles, mais ce sont les obligations à taux fixe dans le reste du monde. Est-ce qu'il reste du jus? Alors là, pour voir ça, un tout petit point théorique, c'est que le rendement obligataire, ça comprend 2 éléments. Ça comprend, si vous achetez des obligations, par exemple japonaises, eh bien, vous investissez d'abord dans du yen. Donc, ça veut dire que vous prenez un risque sur la rémunération du yen, taux d'intérêt plus risque de change. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, vous décidez que non, vous n'allez pas investir sur du 1 mois ou du 1 an, mais sur du 10 ans. Donc, vous prenez un risque de taux. Mais ce risque de taux n'est pas un risque sur le yen. C'est un risque de courbe de taux, simplement. Or, nous prétendons que cette courbe de taux, ce risque sur le taux, donc l'excess return d'un 10 ans sur son Libor, c'est finalement le rendement du temps. Et que ce rendement du temps est à peu près uniforme dans le monde. En d'autres termes, il n'est pas spécifique d'une région ou d'un pays. Et il n'a aucun lien avec le risque pays, par exemple. Tout simplement parce qu'un pays ne peut pas faire défaut sur sa propre dette si elle est exprimée dans sa monnaie. Donc, c'est simplement le prix du temps. En revanche, la partie cash, c'est-à-dire la partie devise, rendement du cash plus taux de change, alors là, c'est spécifique de la devise. Donc, il faut différencier les deux. Et si vous différenciez les deux, je vous donne un exemple. Vous voyez par exemple les USA contre le Brésil, un 10 ans obligataire, tous les deux exprimés en dollars, vous voyez une divergence gigantesque entre le Brésil et les États-Unis depuis je sais pas, la fin des années 90.
Maintenant, si vous ne regardez pas en total return en dollars, mais en excess return sur leur propre Libor, vous voyez que c'est exactement la même chose. Le prix du temps est le même partout. À partir du moment où vous considérez ça, que vous acceptez ça, il y a une situation très simple, c'est de vous constituer un portefeuille. Là, c'est l'univers d'investissement obligataire de notre track macro. Vous regardez un peu toutes les bonds dans le monde, et puis vous regardez celui qui paye le plus, et vous allez vers celui qui paye le plus. En d'autres termes, vous concentrez votre portefeuille obligataire sur ceux qui vous rapportent le plus, qui vous proposent un meilleur excess return. Et à ce moment-là, vous voyez sur l'ensemble de ce portefeuille qui fait une trentaine de marchés dans le monde, si vous démarrez à droite à 100%, vous prenez tous les bonds, et ça c'est depuis 1994, vous retournez du 4%, c'est-à-dire excess return de cash, de 4%, et puis vous concentrez votre portefeuille en vous déplaçant vers la gauche, vous concentrez, vous allez à 80, 60, vous gardez que les 50% par exemple, vous voyez que vous montez, vous montez, vous montez. Donc ça veut simplement dire cette chose-là, que le prix du temps est uniforme et que vous pouvez concentrer en excess return sur ceux qui payent le mieux. Bon, ça, c'est un exemple. On concentre sur les 10 meilleurs payeurs depuis 1994. C'est notre nouvelle application Track Macro. Ça vous génère un alpha d'environ 1,5% constant depuis 25 ans, ce qui n'est pas négligeable puisque c'est presque 30 à 50% de l'excess return en plus. L'autre partie, et pour terminer sur cette présentation, c'est la rémunération de la devise. Et la rémunération de la devise, ça, c'est la partie qui est très chahutée et très importante. Alors, pour voir ça, on a séparé le monde en 3 grandes zones, les pays développés, l'Asie émergente et les exportateurs de matières premières. Ce que vous constatez, c'est que finalement, surtout dans les 10 dernières années, vous voyez que les pays développés commencent à perdre du terrain. La ligne noire est en train de baisser. Elle ne rémunère pas l'épargnant. Et vous voyez que l'Asie, qui est en jaune, est en train de prendre le relais. C'est encore une fois la confirmation de cette tendance lourde de l'Asie, évidemment centralisée sur la Chine, de prendre le relais obligataire. Et la deuxième remarque, c'est sur la courbe marron, c'est-à-dire les exportateurs de matières premières, qui ont eu des rendements absolument extraordinaires jusqu'aux années 2010 et puis qui ne font plus rien depuis. Alors, pourquoi ils ne font plus rien depuis? Tout simplement, encore une fois, parce que les exportateurs de matières premières ont besoin, comme les types de liquidités en dollars. Quand la liquidité en dollars est forte, ils font des retours absolument gigantesques. Par exemple, le réal brésilien vous rapporte du Libor dollar plus presque 30% par an, complètement gigantesque. Et quand vous avez une liquidité insuffisante, il perd. Et c'est vrai pour tous les exportateurs de matières premières. Donc la condition, c'est ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années. On avait un pétrole qui était à tonnes, sauf avec quelques mouvements d'ailleurs sur lesquels ces devises sont corrélées, et vous aviez une insuffisance de liquidité en dollars qui a fait que ces pays n'ont pas pu monter. Exemple, Australian dollar et Brésilien réal, vous avez leur courbe de leur rendement en devises en dollars en rouge et en bleu sur toute la période, et en clair, les moments où il y a une faible liquidité. Et vous voyez qu'ils n'arrivent pas à conserver leur valeur. Ils baissent tranquillement, il ne se passe rien. En période de forte liquidité, vous avez exactement l'inverse. Vous voyez que les devises flambent, donc vous capturez toutes ces hausses qui sont vertigineuses et avec finalement très peu de drawdown. Donc c'est la condition pour eux rentrer dans ces devises qui peuvent produire énormément d'alpha, énormément de rendement sur le long terme. Conclusion sur la fonction de colonne de direction. Première conclusion, c'est l'Asie émergente qui est guidée par la Chine, qui continue de proposer, qui a proposé depuis 5, 10, 20 ans, qui continue de proposer la meilleure trajectoire d'investissement obligataire. Donc ça, c'est le focus, c'est la Chine et c'est toute la zone autour, comme on l'a vu sur la dernière partie sur les devises. L'or, à notre avis, redevient un placement rentable. Il a plus de volatilité, mais dans les périodes keynésiennes, il assure à la fois, il a historiquement assuré la fonction d'amortisseur et il rapporte de l'argent. Et puis la dernière conclusion, celle qu'on vient de dire, c'est que la zone qui est la plus intéressante tactiquement en termes de rendement sur l'obligataire, c'est évidemment la zone que l'on appelle offshore dollar, qui sont tous les pays exportateurs de matières premières. Elle est complètement tâtonne depuis 10 ans. Mais s'il y a une reprise de liquidité dollar, un petit peu comme il continue de se faire, par exemple, en Europe et au Japon, alors elle pourrait se réveiller et ce serait la zone dans laquelle il faudrait investir de façon tactique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Didier. Je crois que je vais prendre un peu le relais sur les questions. Alors, Louis a déjà été très vaillant, mais ça y est, il est parti se coucher. Alors, je vais prendre un peu le relais parce qu'on a quelques questions directement en lien avec ta présentation. Alors, il y avait plusieurs questions sur l'or auxquelles je pense que Charles va aussi pouvoir répondre. Alors, première question, je vais essayer de les regrouper un peu. Quels critères on peut utiliser pour pondérer le poids de l'or dans un portefeuille? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier l'or ou plutôt les actions des sociétés de mines d'or, ou bien les deux?
Et une autre question sur le rôle de l'or en tant qu'amortisseur sur un portefeuille USD, mais quid d'un portefeuille en base euro ou franc suisse? Oui, alors, sur la question de l'or ou des mines d'or, ce n'est pas du tout la même fonction. Donc, les mines d'or sont évidemment liées à l'or, mais les mines d'or, ce sont des actions. Donc, ça veut dire que si le marché a des actions s'effondre, les mines d'or vont s'effondrer. Elles s'effondreront peut-être moins, mais ce sont des entreprises, donc elles sont leveragées, elles ont de la dette. S'il y a un problème de liquidité, de financement, de n'importe quoi, les mines d'or vont s'effondrer. Donc, jouer les mines d'or, ce n'est pas du tout la même chose que jouer de l'or. La fonction d'amortissement, c'est potentiellement l'or. Bon, l'or, dire que l'or joue ce rôle d'amortisseur par rapport au dollar et pas par rapport aux devises, bon, c'est supposer que dans une grande crise, le dollar s'effondre. Ce n'est pas du tout évident. C'est-à-dire qu'effectivement, la tendance naturelle maintenant du dollar est plutôt à la baisse, puisqu'il y a eu ces politiques keynésiennes. Mais en cas de crise, on voit souvent que le dollar a tendance plutôt à bien se tenir dans le monde, surtout que c'est des crises qui sont au-delà de 20% de drawdown. Donc finalement, l'or n'a pas de monnaie. L'or, c'est une monnaie en tant que telle. Donc je dirais que le rôle d'amortisseur est tout à fait le même partout. Et surtout, si on a un gros crack de type plus de 20, entre 30 et 40%, l'or jouera le même rôle sur le dollar et sur les autres devises. Et il y avait peut-être une autre question, je ne me souviens plus, excuse-moi. Non, je crois que c'était à peu près ça. Des critères pour ponderer le poids de l'or dans un portefeuille? Alors, c'est une question de volatilité, ça. Bon, évidemment, si vous avez un portefeuille dans lequel vous avez, par exemple, je ne sais pas, 20% ou 15% d'actions, vous avez un portefeuille assez prudent, ça veut dire que vous allez remplir avec votre portefeuille antifragile essentiellement avec des bonds. Donc, vous allez aller vers de la Chine. Et si vous avez très peur, vous allez garder encore un tout petit peu d'obligations américaines. Elles vont probablement vous faire perdre de l'argent, mais les taux américains sont encore à 0,85 à 10 ans. Donc, s'il y a vraiment un crack, ils peuvent descendre négatif. Donc, vous aurez encore une fonction d'amortisseur. Donc, vous allez remplir. Et puis, à la fin, vous allez effectivement mettre votre 5 ou 10% d'or, sachant que l'or a une volatilité qui est comparable, voire un petit peu supérieure aux actions. Donc, c'est simplement une question de volatilité totale sur le portefeuille. Mais c'est quelque chose qu'on… Pardon, allez-y. Non, c'est quelque chose qu'on pourra calculer avec track risk. C'est-à-dire que vous nous dites quelle est la volatilité maximum que vous êtes prêt à accepter dans votre portefeuille. Et à ce moment-là, nous, on peut vous retourner. Dans ce cas-là, vous devez mettre 12% d'or ou 5% d'or ou n'importe quoi. Parce que c'est justement le genre de calcul qu'on peut faire, de dire, compte tenu de la volatilité que vous êtes prêt à accepter, voilà un portefeuille qui, normalement, dans toutes les crises, a performé. Moi, si vous voulez, quand je gérais de l'argent, il y a bien longtemps, j'ai toujours pensé que si je mettais moins de 5% dans quelque chose, ça n'avait aucun impact sur mon portefeuille. C'était comme une classe d'actifs. Donc, grosso modo, j'ai toujours pensé que l'or, il fallait raisonner en multiple de 5. Vous mettez 5, bon, vous avez une petite position, mais bon, vous mettez 10, vous mettez 15, vous mettez 20. Voilà. Mais je crois qu'elle est au-delà de 20. À ce moment-là, ça devient un portefeuille qui ne bouge que parce que l'or bouge. Alors, ça devient un peu gênant, quoi. Mais 15 et 20, ça me paraît raisonnable. J'ai une question sur les crypto-monnaies aussi. Alors, on ne suit pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique, mais on a quand même commencé à rentrer toutes les données et à vérifier avec… D'après ce que me dit Didier, en tout cas, les crypto-monnaies, elles commencent à avoir… Elles sont peut-être antifragiles. Oui, oui. Absolument. Les crypto-monnaies sont antifragiles. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Les crypto-monnaies ressemblent énormément à l'or. Donc, en fait, c'est l'or moderne, si on peut dire quelque chose comme ça. C'est un peu une forme d'or moderne. Elles sont absolument antifragiles. Elles réagissent très, très bien à nos modèles de finance comportementale. Et elles ont évidemment une volatilité absolument gigantesque. Donc, mais oui, et c'est évidemment une… Alors, la difficulté pour nous, c'est comme on regarde ça avec des zones de confiance, ces crypto-monnaies existent depuis très peu de temps. Donc, nos zones de confiance sont faibles parce qu'on n'a pas assez de données. Mais elles ont parfaitement les caractéristiques des actifs antifragiles, de l'or. Donc, c'est potentiellement, structurellement, ce sont des formes d'amortisseurs. Oui, absolument. Autre question? Voyons un petit peu. J'avais des questions sur l'intérêt des obligations russes et ensuite une question sur l'intérêt des devises nordiques et du franc suisse dans le contexte actuel. Est-ce qu'on peut les considérer comme des actifs antifragiles? Alors, je vais répondre rapidement sur les obligations russes, parce que je crois que c'est l'un des rares sujets sur lesquels on a un consensus assez large dans la maison chez GAFCAL. On est assez optimiste sur les obligations russes depuis quelques années. Pourquoi? Parce que vous avez des obligations qui vous apportent un rendement réel
de 3 à 4% aujourd'hui. Vous avez une banque centrale qui est très compétente et qui, depuis 5 ou 6 ans maintenant, a adopté un régime de cible de l'inflation et qui s'y tient de manière assez crédible. Dans tout ça, dans un État qui reste quand même assez peu endetté, qui a des niveaux de finances publiques tout à fait corrects comparés au reste du monde. Voilà. Charles, vous voulez peut-être ajouter quelque chose là-dessus? C'est tout à fait exact. J'ai aussi une question sur le bidouillage des taux d'inflation par les différents pays pour essayer de ne pas payer leurs dettes indexées. C'est simplement parce que je dis toujours aux gens, vous savez, dans un marché, vous pouvez acheter deux choses. Vous pouvez acheter des contrats, c'est-à-dire Cédric, je lui emprunte de l'argent et on signe un contrat entre nous deux, on précise le taux d'intérêt et tout, bon, ça marche très bien. Et puis, vous pouvez acheter des parts de propriété. Mais quand vous achetez une obligation d'État, vous signez un contrat avec l'État. Et dans mon expérience, quand vous signez un contrat avec le souverain décide de temps en temps qu'il va changer les termes du contrat contre vous. Et vous ne pouvez rien faire puisqu'il est le souverain. Donc, grosso modo, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je n'aurai pas de contrat dans la zone euro. J'aurai peut-être des contrats avec la Suède et l'Angleterre, où j'ai des obligations indexées. Pour l'instant, avec les États-Unis, j'accepte. Mais j'aurai la plus grosse partie de mes contrats en Asie parce que là, ils n'ont pas pris la décision de ruiner le rentier. C'est ce qu'a dit Didier. Donc, grosso modo, je crois qu'il faut bien, pour construire un portefeuille, aussi garder dans l'esprit le côté juridique des choses. Vous avez des actions et des parts de propriété. Les parts de propriété, il faut les avoir que dans des endroits où on vous respecte. Et des actions, et les contrats aussi. Voilà. Une autre question, voyons. Donc, je vais essayer de répondre à celle-là. Une vague de consolidation bancaire en Europe. Alors là, c'est une très bonne question. Vous connaissez la blague. Comment faire une banque de taille moyenne en Allemagne? Vous en fusionnez deux grosses. Je crois que pour qu'il y ait consolidation, il faut qu'il y ait un fort et un faible. Mais que le faible se fasse bouffer par le fort. J'ai beau regarder le cours des banques européennes. Didier me dit qu'il y a des bonnes banques en Europe. Pas Didier, Cédric, mais j'ai du mal. Non, je veux quand même dire un truc sur la consolidation bancaire. Enfin, oui, on le voit déjà en Italie et en Espagne, et c'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où il y a quand même plus de capacité en Europe. Néanmoins, le commentaire que je ferai là-dessus, c'est que ce qu'on voudrait voir plutôt en Europe, c'est une consolidation au niveau pan-européen. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des banques italiennes qui achètent des banques italiennes, des banques espagnoles qui achètent des banques espagnoles. Donc ça, clairement, aujourd'hui, c'est plutôt un échec de la politique européenne d'union bancaire. Voilà. Alors, je voulais aussi ajouter quelque chose, c'est que ceux d'entre vous, mais on va vous les envoyer de toute façon, mais ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus sur notre nouveau service de construction de portefeuille, vous envoyez vos noms, vos références et tout, on vous enverra tout ça. Mais de toute façon, ceux qui sont déjà abonnés au service GAFCAL le recevront à titre gratuit pendant un certain temps. Je voulais simplement signaler qu'à partir de maintenant, il va y avoir une production GAFCAL régulière sur la construction de portefeuille avec des outils pour vérifier en temps réel les conseils qu'on a donnés, etc. Bien, voyons s'il y a d'autres, parce que de temps en temps, j'oublie de... Il y a d'autres questions, quelques questions qu'on va... Ah oui, alors juste pour finir un peu sur les classes d'actifs, il y avait encore une question sur les devises nordiques et francs suisses. Peut-on les considérer comme des actifs antifragiles? Alors, le franc suisse, il y a deux devises vraiment antifragiles, qui ont des caractéristiques. C'est le franc suisse, d'accord, mais il a plutôt des caractéristiques de robustesse que d'antifragilité. Et puis, vous avez le yen. Aussi curieux que ça paraisse, chaque fois que vous avez une crise financière, le yen passe au travers des toits. Pourquoi? Parce que tous les Japonais, le Japon a un excédent de sa balance des paiements gigantesque, donc les Japonais passent leur temps à investir à l'étranger, ce qui fait baisser le yen. Mais dès qu'il y a une crise, les Japonais, Madame Watanabe, décide qu'elle a la trouille, qu'elle cesse d'investir à l'étranger. Et donc, comme elle n'investit plus à l'étranger, le yen est comme une balle de ping-pong sur laquelle on appuie sans arrêt sous l'eau. Dès qu'on enlève la main, pof, la balle de ping-pong saute, quoi. Donc, si vous voulez jouer une crise, vous pouvez acheter du VIX ou vous pouvez acheter du yen, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais le VIX, ça coûte très cher, alors que le yen, ça ne coûte pas très cher. Ça ne coûte rien à acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a des devises antifragiles et le yen est probablement la plus surprenante. C'est certain, ça.
Ok, alors, il y avait une question sur les balances target. J'essaie Ah oui. de Alors, les trouver. balances target, ça, c'est une histoire de fou. C'est grosso modo combien l'Allemagne va prêter aux autres, etc. C'est les crédits fournisseurs de l'Allemagne aux autres pays, dont une partie de ces crédits fournisseurs a été rachetée par la Banque centrale européenne. Donc, il y a eu il y a 3 ou 4 ans, ça avait été fait un gros bruit. C'est-à-dire qu'on est dans un système curieux où l'Allemagne a des excédents de ses comptes courants vis-à-vis des autres pays et les finances. Mais le problème que j'ai avec les balances target, et je vais essayer de vous le dire rapidement, mais ce n'est pas un sujet facile, c'est que normalement, le rôle d'une banque centrale, c'est de dire, quand une banque a des mauvais crédits, c'est de lui dire, écoutez, vos mauvais crédits, vous ne pouvez pas les mettre en escompte. C'est le rôle d'une banque centrale. Vous ne pouvez pas escompter à la banque centrale les crédits de quelqu'un qui est en faillite. Mais avec le système européen, si une banque italienne ou française, mettons, a des crédits douteux et qu'elle les présente à la Banque centrale européenne, par l'intermédiaire de la Banque de France, la Banque de France se dit, bon, c'est un crédit douteux, mais après tout, la France n'en prendra que 28%, et je peux en coller 72% de mon crédit douteux aux ordures de l'autre côté, là, qui sont en positif. C'est-à-dire qu'on a permis aux banquiers centraux européens individuellement un truc de passagers clandestins en leur disant, tiens, on va filer tous nos crédits douteux et nous, on en aura on prendra la perte qu'en fonction. Donc l'Allemagne est en train de se faire refiler, puisqu'elle a quoi? Elle est à combien de l'Allemagne? 40%? Non, elle est à 28% de la Banque centrale européenne, non? Elle a 28% du capital? Parce qu'en fin de compte, c'est l'Allemagne qui va porter la plus grosse partie des crédits douteux, parce qu'il vaut beaucoup mieux que ce soit porté par les copains que par la France toute seule, quoi. Donc, je veux dire, et ça bâtit des balances target terribles. Donc, il y a une espèce d'incitation perverse pour les banques à ne jamais prendre les pertes sur leurs prêts douteux depuis la création de cette règle. Et à mon avis, c'est le genre de truc qui amène à l'explosion à l'arrivée, mais je ne sais pas comment. Alors, juste, en effet, c'est un sujet très complexe et Clément Très posait la complexe. question, quel est le niveau de déséquilibre maximum des balances Target 2 que peut soutenir la zone euro? En fait, il n'y en a pas. Si on bloque les balances Target 2, ça équivaudrait à un sudden stop qui ferait exploser la zone euro, en effet. Je crois qu'il faut bien remettre en perspective, c'est que Target 2, c'est le système de paiement des grandes banques européennes de la zone euro. Et donc, il enregistre les flux commerciaux, les flux financiers, les opérations de la BCE. C'est en quelque sorte exactement la même chose que le système ISA aux États-Unis. Et donc, dans toute sauce monétaire, que ce soit Target 2 ou ISA, il y a des déséquilibres qui apparaissent sur les comptes des banques centrales, puisque c'est elles qui gèrent le système, puisqu'elles ont les comptes des banques commerciales avec elles. La différence entre Target 2 en zone euro et ISA aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, c'est la Fed qui détient l'ensemble des Federal Reserve. Et donc, en fait, ces déséquilibres sont réajustés par des ajustements comptables. En zone euro, c'est l'inverse. En fait, la manière dont l'eurosystème a été construit, les banques centrales nationales existant déjà, ce sont les banques centrales nationales qui détiennent la BCE et l'eurosystème. Donc, il n'y a pas ce rééquilibrage qui donne lieu à des balances target. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les balances target, ce sont des créances et des dettes notionnelles qui n'ont pas vraiment d'impact. Il y a l'exemple, j'avais écrit un papier là-dessus dans le cas de l'Italie en posant justement la question qu'est-ce qui se passerait avec les balances target si l'Italie sortait de la zone euro? En réalité, ce que je pense, peut-être que je peux me tromper, mais c'est que si l'Italie sort de la zone euro, là-bas, il ne se passerait rien du tout puisqu'elle continuerait à utiliser le système target comme le font aujourd'hui des banques nationales qui ne sont pas dans la zone euro, comme la Banque centrale du Danemark, de la République tchèque, tout ça. Donc, l'Italie, si elle sortait de la zone euro, continuerait à utiliser Target. Elle aurait probablement une dévaluation très forte de sa nouvelle monnaie. Elle aurait peut-être un surplus commercial avec le reste de la zone euro. Et en fait, cette balance s'équilibrerait dans le temps. Donc, moi, la réponse que je ferai à ça, c'est que tant que la zone euro existe, la question ne se pose même pas, puisque ces balances pourraient aujourd'hui, l'Allemagne a peut-être un solde target qui est au-dessus de 1000 milliards. Ça peut aller jusqu'à 3000, 4000, 5000 milliards. Il n'y a pas de limite à ça. Néanmoins, les questions après qui sont plus intéressantes, je crois que c'est celle que posait Charles tout à l'heure, c'est
essayer d'identifier à quoi correspondent ces déséquilibres de flux. Est-ce que c'est des déséquilibres commerciaux? Est-ce que c'est des déséquilibres au niveau des détentions de créances bancaires? Est-ce que c'est la politique de la BCE? Et aujourd'hui, il semble que ce soit principalement les opérations de refinancement de la BCE. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On doit arriver à la fin du temps imparti, j'imagine. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question actuellement concernant les banques centrales, alors que celles-ci ne peuvent qu'en créditer les comptes des banques commerciales. C'est une question de création de monnaie, ça. C'est une question un peu trop technique pour qu'on puisse y répondre rapidement. Voyons qu'est-ce qu'il y a d'autre. Est-ce que l'immobilier est un actif antifragile? La réponse est les gens le croient la plupart du temps, mais en fait, c'est pas vrai. Allez-y Didier, si vous avez quelque chose à dire, mais je ne crois pas une seconde que l'immobilier soit un actif antifragile. C'est ce que les gens croyaient en 2006, 2007, 2008 aux États-Unis, et puis on a vu que ce n'était pas vrai. Ah oui, je peux confirmer, Charles, techniquement, parce que nous avons des méthodes de mesure, grâce à nos systèmes, savoir précisément si un actif est fragile ou antifragile et à quel niveau, que l'immobilier est très fragile. Il n'est pas du tout antifragile. Bon. Et être très fragile n'est pas du tout mauvais s'il ne se passe pas grand-chose. Hein. Ça vous permet d'avoir un rendement très stable pendant longtemps, jusqu'à la grande catastrophe. En gros. Voilà, parce que ce que vous dites est très important. Fragile, ça n'est pas quand dans une période calme, vous voulez être bourré de trucs fragiles. Fragile, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Fragile et antifragile, ça veut dire que vous résistez au choc. Mais dans une période où il n'y a pas de choc qui arrive, avoir des actifs antifragiles, ce n'est pas bien utile. Donc, fragile, antifragile, ça ne veut pas dire bon ou mauvais. Hein. Non, il y avait une question justement sur le marché immobilier à Paris et je dirais plus généralement dans les grandes villes, enfin, au-delà de ça, c'est un actif antifragile ou pas. Il y a quand même une force assez puissante de soutien au marché immobilier résidentiel dans les grandes villes en Europe. C'est la chasse au rendement qui a été déclenchée par l'effondrement des taux d'intérêt. C'est sûr. C'est ce qu'on voit déjà sur plusieurs années. Les primes de risque se sont effondrées sur les taux d'intérêt souverains, ensuite sur les taux d'intérêt obligataires. Et petit à petit, on voit aussi les primes de risque se compresser sur d'autres classes d'actifs de rendement, et notamment l'immobilier. Sur le marché action, ça se passe aussi avec les valeurs dites de croissance. Donc ça participe vraiment de la perception des investisseurs sur ce qu'est un actif non risqué. Est-ce que l'immobilier est moins risqué qu'une action type Air Liquide ou LVMH? Ça, c'est le voir, c'est très débattable. Mais néanmoins, ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est que l'effondrement des taux d'intérêt a une force de soutien très fort à l'immobilier. Vous placez dans le cadre d'une bulle et vous dites dans cette bulle, les actifs immobiliers sont justifiés par le prix de la bulle. Moi, je préfère me placer en dehors de la bulle, si je peux. Alors, il y a une question, quelle répartition d'actifs antifragiles et fragiles auriez-vous? Alors là, il y a toute une série de réponses. La première, c'est qu'on est dans une période vixélienne. L'actif antifragile, par excellence, c'est l'obligation longue américaine ou allemande. Et moi, j'ai fait des tas de calculs et les gens ont vu le passer depuis le temps. Grosso modo, si vous avez, mettons, 50% d'un zéro coupon à 16 ans et 50% en actions volatiles, ça vous donne un portefeuille qui fait mieux que le marché sur le long terme et qui a une volatilité qui est le tiers du marché. Donc ça, c'est assez simple. Mais on est sorti de cette période assez simple. Hein. Maintenant, avec l'or, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça devient difficile d'en avoir trop. Donc, je crois que moi, aujourd'hui, ce que je conseillerais, mais on peut vérifier ça avec tous les systèmes qu'on a ici maintenant, je mettrais 50% en antifragile, du style 40% en obligations chinoises, qui ne sont pas vraiment antifragiles, mais qui ont vocation à le devenir, et 10% en or. Et puis 50%, j'irais m'amuser avec des actions qui auraient quand même un gros biais asiatique. Hein. C'est ce que j'appelle mon portefeuille JIP, quoi, y compris le Japon. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que, grosso modo, 50-50, c'est pas mal. C'est historiquement, historiquement, au 19e, les gens avaient 60-40. Donc, vous voyez, mais mettons 60-40, 40-60, 50-50. Mais aujourd'hui, j'aurais tendance à être à 50-50 parce que je trouve que la visibilité n'est pas très forte, quoi. Didier? Oui, Charles, j'ajoute juste, je suis complètement d'accord avec vous, que évidemment, un portefeuille, c'est complexe et que tous les actifs fragiles et antifragiles n'ont pas le même genre de risque ou de volatilité.
Donc, c'est là où on est obligé de faire des calculs. Mais on a tous les outils pour faire ces calculs. Donc, si vous avez, par exemple, 20% en yens, comme vous disiez, ou vous avez une position long yen, short sterling, alors là, vous êtes très, très antifragile, mais avec une petite volatilité. Donc, bon, tout ça, ça doit s'ajuster évidemment de la vol. Mais globalement, ce que vous dites est absolument correct. Oui, parce que j'ai oublié de dire, si le yen est antifragile, le sterling est la monnaie la plus fragile. Ce qui est rigolo. Donc, quand vous rentrez dans une période de crise, être long le yen et short le sterling, c'est un truc qui marche assez bien. Bien, ben écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je... On va peut-être prendre encore 2 questions. Il y avait une question pour revenir sur les États-Unis. Le président Trump encourage depuis 2 ans une politique des taux d'intérêt bas qui provoque une inflation sur les actifs défavorables aux citoyens américains modestes. Quel est le but de cette politique anti-vixélienne? Faire baisser le taux de change et réindustrialiser les États-Unis face à une Chine devenue menaçante? L'économie doit-elle passer avant, après la géopolitique? Ça, c'est plutôt une question pour vous, Charles. Oui, ben, c'est une réponse très difficile parce que si j'essaie d'analyser rationnellement ce que fait Trump, je dis le but de Trump, c'est que la rentabilité du capital investi aux États-Unis soit supérieure à la rentabilité du capital investi en dehors des États-Unis pour que les gens viennent faire leurs usines aux États-Unis. C'est un désir de réindustrialisation. Bon, pour ça, il faut avoir une monnaie sous-évaluée et il faut mettre des droits de douane. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les 2 choses qu'il faut faire de façon à protéger les industries américaines. Donc, je ne crois pas que Trump croit tellement au taux d'intérêt bas comme stimulant de l'investissement, mais il croit au taux d'intérêt bas, si vous voulez, pour maintenir la monnaie sous-évaluée. Donc, la politique de Trump, ce n'est pas d'avoir des taux d'intérêt bas pour que les gens investissent. Je ne crois pas qu'il y croit une seconde parce qu'il a beaucoup d'expérience, mais par contre, il tient à avoir le dollar sous-évalué. Et ça, c'est un... Alors, je ne sais pas du tout ce qui va se passer maintenant avec Biden, mais je sais que si Biden finalement est élu et si une partie de son programme est appliquée, une partie de son programme très importante, c'est de faire baisser la rentabilité du capital investi aux États-Unis en augmentant les impôts et en diminuant les droits de douane. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, le seul support du dollar à l'heure actuelle, comme Louis l'a très bien montré, c'est la rentabilité du capital investi aux États-Unis. Si Biden commence à suivre une politique qui mène, au travers de réglementations, à faire baisser la rentabilité du capital investi, le dollar va se viander. Et donc, ce serait une très, très mauvaise nouvelle pour l'Europe. Parce qu'on ne voit pas très bien à ce moment-là qu'il restera à cette pauvre Europe. Donc, grosso modo, je crois que le but de Biden, de Trump, c'est pas du tout... c'est, dans le fond, il dit, ce que je veux, c'est que les travailleurs aient du travail. Et il n'y a que les travailleurs qui ont du travail qui ont de l'épargne. Les autres, ils n'en ont pas. Donc, il dit, moi, je préfère avoir des taux d'intérêt bas, une monnaie basse et des gens qui ont du boulot à la maison. Je ne dis pas que c'est juste ou c'est faux, mais c'est ce qu'il dit. Et donc, c'est un but purement... Quand il vous l'a dit dès qu'il a été élu, il a dit « America first ». Donc, je crois que le but de Biden, c'est le travailleur américain en premier. Le but de Trump, pardon. Une autre question? Ben, écoutez, je crois qu'on va remercier tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter jusque-là. Et je tiens à souligner que c'est un séminaire qui s'est passé en français et non pas en anglais. Donc, j'espère que vous avez été tous sensibles à notre grand effort pour promouvoir l'utilisation de la langue française, même dans la finance. Et je vous remercie d'avoir été là. Merci infiniment. Oui, merci à tous. Et un dernier mot, on a eu vraiment beaucoup de questions. Alors, pour les questions qui auraient pu passer à la trappe, on reviendra vers vous par email, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas de nous envoyer des questions par email. Hein. Merci beaucoup.